Bonsoir madame, bonsoir monsieur, merci d'être dans ce nouveau numéro de l'émission Jeudi Femmes. Le salon sur la télévision togolaise de discussion donc sur les sujets touchant à la vie de la femme. Et aujourd'hui, comme vous le voyez, nous parlons de l'égalité des genres dans les relations entre jeunes personnes. Une émission qui se fera en deux parties. D'abord, nous verrons l'implication donc de ce concept d'égalité des genres sur l'éducation des enfants et la vie du couple. Et ensuite, en une seconde partie, toujours ce soir, nous verrons donc les implications de cette notion, de ce concept sur les offres de planification familiale pour les jeunes. Pour discuter ce soir dans ce salon, nous allons dire bonsoir à monsieur Lomao, docteur Lomao Kokou Amen. Vous êtes sociologue, vous êtes spécialiste du genre. Merci d'être sur ce plateau. Bonsoir Alice. Alors, quel est aujourd'hui l'état des lieux de l'égalité des genres depuis qu'on en parle sur Terre? Qu'est-ce qui a avancé? Ok, merci pour la question. Bon, je pense qu'on dit l'égalité entre les hommes et les femmes aujourd'hui, ça continue d'être un vœu. Hein, toujours un vœu. Oui, ça continue d'être un vœu. Cependant, on peut dire qu'il y a des avancées, on peut pas des avancées. Pourquoi j'ai dit vœu? Parce que en 2015, vous n'êtes pas sans savoir que les objectifs du développement durable, en son point 5, dit qu'on doit atteindre l'égalité entre les sexes. Donc ça voudrait dire qu'il reste beaucoup de choses à faire. Mais comme je le dis, dans les différentes parties du globe, quand on les prend, on verra qu'il y a eu des avancées notables, surtout en politique. Parce que depuis un certain temps, vous voyez quand même des femmes qui occupent des postes de responsabilité, ce qui n'était pas le cas dans les années 70. Et quand vous prenez des pays comme la Scandinavie, on a atteint la parité pour ce qui concerne l'accès à l'Assemblée ou bien au Parlement et au gouvernement. C'est bien le même. En Afrique, au Rwanda, je pense ça, que j'allais en venir. Au Rwanda aussi, la parité est atteinte. Mais quand on prend les relations interpersonnelles, c'est les relations entre le couple, sur le plan social, il y a beaucoup de choses qui restent à faire. C'est-à-dire la mise en œuvre de ces dispositions que l'autorité publique prend, oui. Mais la concrétisation dans le vécu quotidien, c'est ce qui reste encore ce n'est pas ça, à faire. Ce n'est pas ça. Parce que quand vous voyez dans les relations de couple la violence que les femmes subissent dans le monde, quand on fait les statistiques, ce sont les femmes qui sont quand même les plus victimisées. Allez, on va en parler dans cette émission. Merci de partager votre savoir avec nous. On va dire bonsoir à Madame Bidombe Chen Adjal, épouse Mama. Vous êtes sage-femme de profession et vous êtes deuxième conseillère de l'Union togolaise des associations de parents d'élèves. C'est-à-dire que les jeunes, les femmes, les plus jeunes et les moins jeunes, vous en connaissez. Mais vous, dites-nous, entre hier et aujourd'hui, personnellement, est-ce que quelque chose a changé dans la perception que l'on a de l'égalité des sexes? Hier, peut-être que ça choquait plus. Aujourd'hui, est-ce le même effet que l'on constate? Non, merci. Pour répondre à la question, je vais dire vraiment oui, il y a eu des avancées sur ce plan, d'autant plus que au temps passé, si on prend dans le domaine de l'éducation, maintenant, les filles comme les garçons évoluent au même pied d'égalité. Et puis, lorsqu'on prend certaines activités actuellement, par rapport au temps passé, il y a plein d'activités que l'homme peut faire et la femme peut faire. Et que ça ne choque plus. Ça ne choque plus. Tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. C'est cela. Merci de partager aussi votre savoir avec nous au cours de cette émission. On va dire bonsoir à Madame Di Kelver. Vous êtes juriste et communicatrice. Vous êtes en couple. Alors, comment est-ce que votre conjoint il réagit quand on parle d'égalité de sexe? C'est ça, hein, dans les couples jeunes. Comment est-ce que ça se passe? Quelle est sa réaction? D'abord, je dirais bonsoir Alice. Bonsoir. Et la première réaction, c'est d'abord un sourire. Un sourire? Oui. C'est du genre, ouais, tu peux rire. Hein. Tu peux rire, exactement. Et après, c'est est-ce qu'on va porter la même culotte? Est-ce qu'on sera, il y aura deux capitaines dans le même bateau? Ou est-ce qu'on va prendre les décisions concomitamment? Et comme le docteur Amen et Madame Maman viennent de le dire, aujourd'hui, il y a une évolution. Donc, les décisions se prennent ensemble et on évolue ensemble, voilà.
Vous allez nous dire comment vous mettez en œuvre cette égalité de sexe dans votre couple. Vous, en tant que juriste, on s'imagine que ça ne va pas lésiner sur ses droits. Bonsoir à M. Djadja Komlan Edem. Vous êtes consultant sur la campagne Merci mon héros, campagne sur laquelle nous réalisons cette émission. Une campagne qui est mise en œuvre depuis novembre 2019. Alors, quel lien, comment est-ce qu'on peut faire le lien entre l'égalité des sexes que l'on promeut et puis le repositionnement de la planification familiale pour une meilleure santé de la reproduction? Merci Lys, bonsoir chers téléspectateurs. Et bien comme tu l'as dit, la campagne Merci mon héros a démarré depuis novembre 2019 et se poursuit. Et cette campagne a pour objectif d'améliorer les normes sociales qui sont défavorables au bien-être et au développement sain de la femme depuis son jeune âge. Alors, si nous voulons améliorer les normes, nous ne pouvons pas le faire sans toucher du doigt la question de l'égalité des sexes. Alors, nous avons remarqué que la question de l'inégalité vraiment empêche véritablement cette évolution, ce bien-être de la femme. Et donc, agir là-dessus permet de pouvoir corriger certaines habitudes dans nos sociétés et de pouvoir repositionner la femme pour pouvoir prendre des décisions dans tous les domaines, y compris le domaine de la planification familiale. C'est cela. Alors il était important de savoir ce que les jeunes ils pensent de l'égalité des sexes dans le couple. Nous avons promené notre micro dans la rue pour recueillir leurs avis. Edwige Bassabi Atakba Siekole, et regardons ce qu'elle a récolté pour nous. L'égalité des sexes dans une relation est un peu complexe à certains niveaux. Il peut partager certains actes, c'est-à-dire que l'homme peut aider la femme dans certains domaines. Là-bas, c'est tout à fait une égalité. Mais dans certains domaines, on ne peut pas confier certaines tâches à la femme pour dire qu'on est en train de chercher une égalité. Donc il y a certaines tâches qui sont propres à la femme, il y a d'autres qui sont propres à l'homme. Déjà, l'homme, il y a la différence entre les sexes, les organes génitaux. Donc, au niveau des organes génitaux, l'homme ne peut pas être la femme. Parce que Dieu a créé la femme, Dieu a créé l'homme. Donc, si on parle d'égalité de sexe, dans la Bible aussi, Dieu a dit l'homme est toujours le chef. Moi, je peux dire que normalement, il ne doit pas avoir l'égalité entre l'homme et la femme. Parce que dans le jardin d'Éden, Dieu n'a pas dit que la femme a l'ascendance sur l'homme, plutôt c'est l'homme qui a l'ascendance sur la femme. Donc aujourd'hui, si on parle de l'égalité entre l'homme et la femme, là, moi je vois que c'est une autre chose que le monde même a fabriqué. La femme est comme la protection, ou bien on marche ensemble. Si la femme et l'homme ne sont pas plus égales, comme le monde est devenu étrange, si l'homme n'a pas d'argent pour payer le loyer, la femme lui aider. Dieu a créé l'homme et la femme pour s'entraider. Merci. Alors, divers avis, des tâches propres à la femme, des tâches propres à l'homme. Il y en a qui pensent que l'égalité des sexes voudrait dire que l'homme est la femme. Est-ce que l'égalité des sexes veut dire l'homme est la femme? Et il y a de nombreuses femmes, ça peut paraître surprenant, de nombreuses femmes qui se réclament de penser que non, que l'égalité, c'est quelque chose d'étrange. C'est complètement quelque chose d'étrange. Alors, Madame Dick, vous souriez quand vous suiviez ce micro-trottoir lancé donc pour introduire la première partie de cette émission, des implications de l'égalité des sexes sur l'éducation des enfants et la vie de couple. Alors, vos avis sur ce qu'on a suivi, la vie des jeunes. Alors, sur ce qu'on a suivi, en fait, si je prends déjà le côté du couple, je crois qu'il y a une petite amalgame que les gens font, d'accord ? Quand on parle d'égalité de sexe ou quand on parle d'égalité entre hommes et femmes, ça ne veut pas forcément dire que les femmes vont faire exactement ce que les hommes font. Ça veut juste dire qu'on laisse la place en fait à la femme pour pouvoir essayer quand même de faire ce que les hommes font. Et la même chose chez les femmes, chez les hommes plutôt. Alors peut-être lui laisser la place pour faire simplement ce qu'elle peut faire. Exactement, parce qu'aujourd'hui on voit beaucoup de femmes qui vont à l'école. Elles ont un haut niveau scolaire, ce qui leur permet quand même d'atteindre un grand niveau dans la société. Donc on ne va pas dire aujourd'hui parce que c'est une femme et qu'elle a quand même été à l'école, on va lui interdire d'avoir accès à ce poste ou à ce poste. Parce qu'elle est femme. C'est les femmes. Alors,
le spécialiste Jean du Plateau pourrait nous éclairer, nous et peut-être les téléspectateurs qui ont réagi, les hommes de la rue, dans le micro-trottoir. Quand on parle d'égalité de sexe, de quoi parle-t-on? Ok, merci Lys. Bon, je pense que les uns les autres, on doit prendre en compte ce qu'ils disent. Hein. Bien sûr. Parce qu'il faut voir les choses dans le contexte. Tu vois. Parce que comme la madame l'a dit tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit l'homme et la femme ne peuvent jamais être égaux. Et puis depuis, Dieu même n'a pas dit ça. On a enlevé la côte de quelqu'un pour faire quelqu'un, et puis on a dit dans la Bible que quelqu'un est supérieur à quelqu'un. Ce n'est pas de cela qu'on parle. Parce que tu vois, jamais l'homme et la femme ne peuvent jamais être semblables. Ici, ce qu'on parle physiologiquement, est-ce que vous voyez, ce dont on parle ici, c'est l'absence de discrimination liée au sexe. C'est-à-dire qu'on ne dise pas que vous êtes femme, vous n'avez pas droit à ça, ou bien vous êtes homme, vous avez droit à ça. C'est-à-dire en matière de droit, il faut qu'on reconnaisse et à la femme et à l'homme les mêmes droits. C'est cela qu'on parle. Est-ce que vous voyez, c'est cette égalité-là, vers cette égalité qu'on doit aller lorsqu'on parle de l'égalité entre les sexes. C'est devant la loi. Non, c'est pas du genre l'égalité que, pour être un peu vulgaire, que la femme puisse peut-être aller au petit coin faire la même chose que ce que l'homme fait. En fait, c'est des genres d'exemples que les gens donnent pour dire est-ce que la femme veut... Non, ce n'est pas ça. Est-ce qu'elle peut faire pipi comme l'homme fait pipi? Ce n'est pas ça, parce qu'il faut donner la chance. Alors, parce que depuis un certain temps, bien longtemps, tu vois, ça veut dire que les femmes ont les capacités de faire beaucoup de choses. Mais lorsqu'on ne leur donne pas la chance, on ne voit pas. Elle a parlé de tout à l'heure, j'ai dit dans mon intervention qu'aujourd'hui, on voit des femmes qui sont premières ministres, des présidentes, ainsi de suite. Il y a de cela quelques années, quand on évoque même ça, ça dit que vous allez tomber des nues. Mais aujourd'hui, on a vu que si on donne la chance à la femme, vraiment, la chance peut évoluer. La femme a les mêmes aptitudes que l'homme. Vu qu'elle a la tête placée au même endroit. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ce que nos soeurs et frères ont dit tout à l'heure. Je pense que c'est ce que nous appelons quand même le genre. C'est-à-dire que l'éducation que tu as eue, l'information que tu as eue, et maintenant cette information-là qui se traduit maintenant dans vos frères et sœurs. Donc, lorsque vous n'avez pas l'information, c'est tout à fait normal que nos frères et sœurs réagissent de la même manière. C'est surtout lorsqu'on ne comprend pas ce que l'on veut dire par égalité des sexes. Monsieur Djadja, vous vouliez réagir? Exactement, j'ai compris à travers les interventions de nos interviewés que voilà, cette question de normes est une réalité dans nos sociétés. La perception que nous avons sur cette égalité, notre position et autres. Alors, c'est l'occasion de pouvoir encore déblayer le terrain, d'insister là-dessus. En fait, quand on parle d'égalité, vous savez, le soleil se lève toujours à l'est et se couche à l'ouest. Ça ne va pas changer. D'accord? Mais sous les mêmes cieux, nous avons la possibilité de faire des activités que les femmes font. Pardon. Quand nous parlons d'égalité, parfois nous pensons que nous voulons que les femmes fassent comme nous. Mais nous aussi, hommes, nous voulons aussi faire comme les femmes. Donc, c'est dans les deux côtés. En fait, l'égalité n'est pas seulement par rapport à l'homme, mais c'est aussi par rapport à ce que la femme fait, que l'enfant ou que le garçon puisse aussi le faire. Et ce que le garçon fait, que la fille aussi puisse le faire. C'est en fait dans ces conditions que nous pouvons parler d'égalité. Dans la répartition des tâches à la maison et dans l'occupation, dans les activités à l'école, au boulot et autres. Les femmes sont aussi bien capables que les hommes. C'est cela, du genre à la maison, quand les deux reviennent de l'école, qu'on ait des enfants, garçons et filles, qu'on ne tolère pas forcément qu'il y en ait qui soient devant la télé ou dans la rue en train de jouer au football, alors qu'il y en ait une qui soit obligée d'assister maman dans les tâches ménagères, c'est-à-dire les occuper indifféremment. C'est ce que cela veut dire, c'est ça? Oui, en fait, c'est ce qui se passe dans nos milieux. On te dira peut-être, nous sommes une adopono. Il ne mange pas, non, mais il mange pas dans le casserole, il devient impuissant. Il y a tellement d'anecdotes. Ça, c'est le temps. Même un garçon qui se met, peut-être un jeune à l'âge d'avoir peut-être une petite copine qui se met à laver ses propres vêtements, te dit, ben, est-ce que c'est toi-même qui va faire ça? Mais en fait, c'est une expression d'inégalité pour dire que oui, toi, tu ne peux pas, c'est une tâche réservée aux femmes, que toi-même, tu ne peux pas. Tu ne devrais pas le faire. Non, mais c'est pas le cas. Alors, Madame Bidombe, hier, là, qu'est-ce que vous avez, est-ce que vous avez idée encore un peu de ce que vous avez vécu en famille avec vos parents?
La femme était... et peut-être, si on s'abuse à le dire, peut-être en milieu musulman, c'est plus prononcé encore, non? Ou alors je me trompe? Ok, merci Madame Lise. Comme vous venez de dire, si nous prenons hier, vraiment, c'était pas facile par rapport à ce qui se passe maintenant. Par exemple, si je prends l'exemple de ma famille personnellement, la manière dont nous avons reçu l'éducation dans la maison avec nos frères, ce n'était pas du tout facile. C'est-à-dire que les filles étaient tellement figées sur certaines activités, les garçons sur d'autres. Et puis, si nous prenons côté de la religion, ça, je ne veux pas mettre tellement la main développée parce qu'il y a carrément une discrimination concernant les sexes dans la religion. La femme ne doit pas faire tel, l'homme qui doit faire tel. La femme doit se soumettre, tu n'as rien à dire, tu dois suivre seulement. C'est cela. Est-ce que cela n'était pas du goût des femmes? Est-ce que les femmes, ça semblait les déranger elles-mêmes? Autant de nos parents, ça ne les dérangeait pas du tout. Hein. Ça ne les dérangeait pas du tout. Pourquoi? Parce qu'elles ne savaient pas qu'elles avaient des droits. Elles étaient moulées. Ou le sociologue pourra nous expliquer. Hein. J'ai parlé tout à l'heure de la socialisation. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est parce que nous l'avons acquis. Est-ce que tu vois? Donc ça veut dire que si aujourd'hui on voit une femme qui réagit d'une telle manière, ça veut dire que c'est l'éducation qu'elle a reçue. Et c'est ce qu'elle a vécu. Par exemple, une femme, une petite fille qui voit sa maman être docile à tout temps, ne prend pas de décisions, ça dit faire oui, est-ce que tu vois? Ça dit que pour elle, c'est ce qui est mieux. Est-ce que vous voyez? Donc elle copie ça et à l'âge adulte, elle va reprendre. La même chose. Pareil pour un garçon, en famille, voir le père prendre l'ascendance. C'est-à-dire que vous voyez, par exemple, lorsqu'on parle de discrimination, vous voyez des hommes qui, par exemple, dans un foyer, dans un ménage, qui violentent la femme. Certains garçons, c'est parce qu'ils voyaient leur papa, par exemple, ou bien leurs parents le faire. Et ils se disent que c'est la meilleure manière de réagir lorsqu'il y a un problème. Oui. Donc, pour lui, quand il y aura un problème, quand il sera homme, c'est sa manière aussi de réagir. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, on doit repenser cette éducation-là. Et il y a plusieurs canaux qui transmettent ça. On l'a dit tout à l'heure, il y a la religion, il y a l'école. Vous prenez des documents, par exemple, vous voyez ce que ça dit qu'on valorise le petit garçon au détriment de la fille. La balle joue au ballon, la fille aide maman à la cuisine. La fille va chercher de l'eau, Marie. Et le rôle des femmes, par exemple, on valorise. Par exemple, la femme, on dit qu'elle joue un rôle de reproduction. C'est-à-dire que la femme, elle doit avoir des enfants, s'occuper des enfants, faire les travaux ménagers, ainsi de suite. Et l'homme, par exemple, c'est lui qui doit aller chercher de l'argent pour revenir. Donc on valorise ce que l'homme fait au détriment de ce que la femme fait. Et c'est ça qui entraîne l'inégalité. En même temps, c'est pas comme si s'occuper des enfants était valorisant. Peut-être qu'aujourd'hui, sous nos cieux, on n'a pas capitalisé cet apport, ce travail de la femme. On n'arrive même pas à capitaliser. Alors que quand vous prenez des pays occidentaux aujourd'hui, le Canada par exemple, tout ce que la femme fait comme travaux à la maison, on capitalise ça. On a une valeur. Imagine quand tu es une femme et que c'est toi qui fais la lessive, tu repasses, tu t'occupes des enfants. Imagine que la femme là va au boulot, ça veut dire que vous allez prendre un blanchisseur, vous allez prendre un babysitter, vous allez prendre, c'est pas, un cuisinier, tout ça là, alors que la femme fait ça. Donc il faut qu'on arrive à un certain moment à varier ça. Son apport dans la vie du foyer. Et lorsque vous êtes par exemple dans un couple et que vous, à votre niveau, vous valorisez ça, ça veut dire que votre regard sur votre femme va changer. Parce que vous ne pouvez la traiter comme je ne sais pas quoi. C'est cela. Alors vous qui êtes jeune couple, je crois que déjà pour ajouter à ce que le sociologue vient de dire, en droit avant, on disait que l'homme était le chef de famille. Aujourd'hui, on dit la femme aussi concourt à l'éducation des enfants, à l'éducation que ce soit bien plutôt matérielle ou morale en fait de la famille. Donc aujourd'hui, déjà, il y a une égalité en fait qui s'intègre. Le code de personnes de la famille s'est actualisé. Exactement. Dans le jeune couple, aujourd'hui, je dirais, le plus important, c'est la communication. Alors, il y a une règle des 3 C que moi je dis souvent, la communication, la compréhension et le consensus. Déjà, quand il n'y a pas de communication entre vous, vous n'arrivez pas forcément à exprimer vos besoins, à exprimer ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Mais dès le moment que vous arrivez à le faire, vous essayez de faire comprendre à votre partenaire ce que vous voulez.
La communication sur quoi? Sur quels aspects? Sur plusieurs aspects, que ce soit au niveau de la sexualité, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau familial, que ce soit même au niveau de la reproduction. Vous pouvez dire à votre époux, vous savez, tu sais exactement, aujourd'hui on a un enfant, j'aimerais attendre 5 ans, 10 ans avant d'avoir un second enfant. Et là on commence à faire la planification familiale parce que vous savez, aujourd'hui on nous dit souvent, Midivi Kabamiavo, une seconde. On ne va pas faire des enfants. C'est du genre de boucler le chapitre maternité dans le foyer. Ça ne marche pas comme ça aujourd'hui. On consacre à autre chose. Exactement, l'éducation des enfants aujourd'hui, ça coûte cher. Donc, quand vous discutez bien en fait, avec votre partenaire, vous lui dites, d'accord, aujourd'hui on a un enfant, 5 ans après on aura un autre. Ça, c'est déjà le planning familial en fait, que vous essayez d'intégrer à votre couple. Donc, déjà, c'est la base de la communication. C'est que vous ne subissez pas toutes les décisions que lui il prend. Le mari prend des fois aidé par l'extérieur, aidé beaucoup par la famille. Alors, oui. En fait, moi, je voudrais toucher un peu du doigt ce que le docteur a dit par rapport à ce que nous voyons aujourd'hui, c'est ce que nous avons appris de nos parents. Alors, si une jeune fille n'est pas, ou bien n'a pas appris, ça n'a pas été inculqué à cette jeune fille dès le bas âge, qu'elle est aussi capable d'être autonome, de prendre des décisions et autres, à la longue, c'est vraiment difficile. Alors, nous voyons que cette inégalité va de soi, parce que la femme, même à un moment donné, se résigne en sa position d'inférieur, n'aimerait pas peut-être prendre des initiatives. C'est vrai que la société n'a pas une bonne perception, mais les femmes qui sont arrivées à le faire aujourd'hui sont à des niveaux et à des niveaux d'égalité avec l'homme. Alors, l'éducation à la base, depuis la famille aussi, ça a beaucoup de répercussions sur ce que nous devenons après. C'est le corollaire, c'est la conséquence directe de ce que le sociologue disait. C'est façon on moule les enfants en famille, c'est de la manière dont on se comporte devant eux, c'est cela qui détermine leur vision du monde et leurs actions. Après, Madame Bidombe. Je vais ajouter, comme il vient de le dire, si nous prenons cette situation, par exemple, un enfant qui naît. L'enfant naît, on demande c'est quoi on a accouché. C'est une fille. Il y a en même temps une réaction. On dit c'est un garçon, il y a une autre réaction. C'est-à-dire que... Expliquez-moi mieux. Par exemple, bon, au temps de nos parents, nous avons pris, par exemple, on dit une fille. On a accouché, la dame a accouché une fille. On dit que, ah, ok, celle qui va donner une robe un jour à sa maman. Oui. On dit là, accoucher un garçon, celui qui va donner 500. Donc, ce qui veut dire que déjà, il y a déjà séparation. C'est clair. Un certain conditionnement. C'est ça. C'est déjà positionné que la fille est destinée à vraiment faire quelque chose qui est lié à son sexe. C'est cela. C'est cela. Et l'homme, oui, allez-y. Et l'homme aussi, l'homme a une, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire. L'homme a... Oui, il va aller chercher l'argent. Hein. Oui, il est là pour... C'est-à-dire une certaine supériorité qui amène l'homme. C'est l'homme qui va toujours chercher et c'est lui qui donne la dame. Elle aime la robe que la dame va offrir, c'est avec l'argent du monsieur c'est ça. qu'elle offrira. Donc, disons que c'est dès la naissance que cette discrimination s'installe et puis l'éducation, avec l'éducation, et ça se perpétue. Si on reste à la maternité, aux naissances dont vous parliez tantôt, il y a même, on sait certaines zones où la joie d'accueillir, alors le sentiment que l'on éprouve à l'accueil d'un enfant, d'un nouveau-né masculin, est différent de la réaction qu'on a à l'accueil. On vit beaucoup de cas là-bas. Oui, oui. Une femme qui va accoucher une fille, le mari dit, ne viens pas à la maison avec ça. Toi, tu ne sais faire que des filles. Tu ne fais que faire des filles. Alors que ça là, ne vient pas à la maison avec ça. Sur ce sujet précisément, c'est pas la femme qui décide de la fille, parce qu'elle a les deux XX là, l'homme il a XY, donc ça dépend de ce qu'il envoie. Donc qu'une femme ne fasse que des filles, docteur, vous confirmez que cela ne dépend que de l'homme? Oui, ça dit que si, normalement c'est ça, ça dit que si une femme fait une fille, c'est l'homme qui a donné, puis c'est lui qui est capable de donner le pour que ça fasse un garçon. Mais est-ce que l'information, est-ce que les gens l'ont? Ils ont une ignorance sur vraiment
le sujet. Mais sur ce point-là, peut-être sur ce point-là, moi j'ai quand même un ami, il est juriste, hein, bon, si je peux... Sa femme a fait deux filles, ça dit que si tu vois les réactions, j'étais obligé de lui dire, mon frère, je l'ai pris de côté pour lui dire, mais arrête quand même. C'est toi qui donnes, hein, donc arrête. C'est vous dire la réaction de quelqu'un, comme on dit sous quelqu'un qui connaît papier, qui réagit de la sorte. En fait, ça c'est l'influence de la société. Oui, lorsque ça arrive, tu oublies même qu'il y a un truc comme ça, quoi. Oui. Dans cette situation aussi, on dit que lorsque c'est des filles, c'est la famille de quelqu'un. Elle va se marier, ça veut dire que la famille est terminée. Oui. Alors qu'il y a le garçon, il conserve la famille. Tout. Donc dans les traditions comme ça, si on se dit peut-être qu'on met la fille et le garçon dans une balance, la fille pèserait complètement moins que le garçon. Bon, le garçon il est lourd. En y pensant, quand maman est en train de dire que voilà, c'est le garçon lui reste et la fille elle part dans une autre famille, mais le garçon qui reste, il va épouser quoi? C'est une fille, c'est une dame. Et si on ne naît pas, ou bien on ne met pas au monde des femmes, alors est-ce qu'il y aura une perpétuité de famille? Non. Alors, nous allons peut-être voir la chose d'une autre manière et de voir que les deux sexes sont très importants. Ça se complète, forcément. Se complètent. Parce qu'aujourd'hui, quand nous disons que c'est l'homme, c'est l'homme, c'est l'homme, mais sans la femme, il n'y aura pas une perpétuité aussi. C'est clair, c'est clair. Donc, c'est clair. Alors, mais je crois que déjà, avec le vécu de nos parents aujourd'hui, il y a beaucoup de filles, en fait, qui pas se révoltent, mais plutôt qui se prennent en main. Qui se disent aujourd'hui, oui, ma mère a vécu ça, je ne vivrai pas la même chose, j'essaierai de grandir, j'essaierai d'évoluer, et j'essaierai surtout d'avoir du poids dans mon couple. Alors, on a des outils d'information aujourd'hui, et c'est l'information qui permet d'avoir d'autres visions du monde, hors de ce que la famille, de ce que la tradition nous apporte, et qui ne sont pas forcément compatibles normalement avec l'humanité. Et puis il y a des modèles, hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des modèles, c'est-à-dire que vous voyez des femmes, peut-être à la télé, qui sont des femmes de grande stature, ainsi de suite. Là. Il y a certaines filles, quand vous voyez, vous avez envie d'être comme celle-là. Donc, ce qui pousse les filles à sortir de leur retranchement pour arriver. Alors, on parlait tantôt de vous, hein, de votre expérience en couple concernant la mise en œuvre, si je dois le dire ainsi, de l'égalité entre les sexes. Et je vous demandais, vous nous disiez à quels divers niveaux vous mettiez cela en pratique. Déjà, la communication, la compréhension. La compréhension et le consensus. Et le consensus. Consensus surtout sur, on a parlé de la maternité. De la maternité, ce qui induirait, puisqu'on va en parler en seconde partie d'émission, l'adoption d'une méthode contraceptive avec votre conjoint, vous en parlez et vous entendez sur la méthode à avoir. Et il ne réagit pas comme si c'était à vous de mettre en œuvre seule la méthode? Non, pas du tout. Je crois en fait qu'il est plus d'accord avec moi. Parce qu'aujourd'hui, personne n'a envie de se lancer dans une aventure où il n'y a pas on ne voit pas le bout du tunnel. D'accord? On essaie quand même de se fixer des barrières, de se dire à tel moment on fera ci, à tel moment on fera ça. Imagine par exemple, Lise, que dans 1 an, dans 2 ans, j'ai envie d'être ministre par exemple. Et qu'au cours de la 2e année, je tombe enceinte. Ce qui veut dire forcément que je devrais rester à la maison pendant un bon bout de temps. Donc, déjà, la ministre, ça peut tomber enceinte. Hein? Ça peut tomber enceinte, bien sûr. Tomber enceinte, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qui est interdit C'est un exemple parmi tant d'autres. Préparation pour devenir. Il ne faut pas tomber entre-temps. Il ne faut pas faire de malaise. Voilà, exactement. C'est ça. Donc, quand même, il faut se mettre des barrières. Il faut faire un planning familial, comme on le dit souvent, pour quand même essayer d'atteindre un objectif précis dans sa vie. On ne va pas dire aujourd'hui, parce que mon mari veut avoir d'enfants, je ne vais pas évoluer, je ne vais pas atteindre un niveau donné dans ma vie professionnelle. Donc pour ça, il faut quand même faire un planning familial pour pouvoir structurer les choses. Entre autres. Donc que la femme, tout ça à vous entendre, il faut quand même que la femme ne dépende pas complètement de l'homme dont elle veut pas être légale, mais donc avec qui elle veut jouir des mêmes droits. Et surtout, il faut savoir exprimer en fait sa pensée. Parce que vous savez, quand vous dites à quelqu'un, bien à votre mari, je veux limiter mais en fait, la naissance de mes enfants, quand vous le dites comme ça, tout gros comme ça, il va se dire, mais une seconde, tu te prends pour qui? En toute chose, la diplomatie. En toute chose, la diplomatie. Il faut essayer de lui faire comprendre, de lui expliquer le bien fondé de la chose avant quand même de se lancer. C'est cela. Et tout repose, comme on l'a dit, sur une certaine force de la femme qu'elle tire dans son autonomisation. Elle n'acquiert ça qu'à l'école,
ou alors qu'en ayant une activité qui lui procure des revenus, docteur. Ouais, parce que quand on parle d'autonomisation, des fois, on pense que c'est du côté économique. C'est-à-dire qu'il faut que la femme ait de l'argent. La puissance économique. Alors, ça ne suffit pas. Okay. L'autonomisation dont on parle, il faut intellectuel aussi. Il faut que la femme soit éduquée. Okay. Est-ce que vous voyez? Parce que si vous avez seulement l'argent, vous n'aurez pas droit à l'information comme cela se doit. Hein. Vous ne pouvez pas aller vers l'information, on est obligé de vous l'apporter. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que vous avez l'argent, mais il y a des choses qu'on va vous dire, vous allez prendre ça comme je sais quoi. Alors que si vous-même, vous êtes éduqué, vous avez l'argent, ça veut dire que vous allez savoir, comme elle a dit tout à l'heure, discuter avec votre conjoint et vous mettre d'accord, vous pouvez négocier. Ça, c'est très important dans le couple. Il faut avoir des arguments pour négocier. Alors que si tu as seulement l'argent, de ce côté-là, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas te permettre d'arriver à cela, quoi. Alors quand la femme est en position de faiblesse et qu'elle ne peut pas négocier et qu'elle doit subir le désidérata de son conjoint, voici ce que ça donne. Nous suivons le témoignage d'une jeune fille et on revient juste derrière. Merci mon héros, merci mon héros. Bonjour, quelle est ton histoire? C'était après la mort de mon papa, le 24 décembre 2017. Donc après ça, je suis revenue, je suis bloquée. Il y a mon chéri qui m'a dit que, actuellement, il est arrivé, il a besoin d'un enfant. En plus que c'est lui qui faisait tout pour moi. Donc je n'ai pas pensé autrement. Puis bon, enfin, je suis tombée enceinte. Donc dès qu'il lui a dit que, je suis enceinte, il a dit qu'il n'y a pas de souci. Bon, après, j'ai appelé ma maman pour lui dire que je suis enceinte. Il a commencé à parler, que ton père est décédé, ça fait même pas 3 mois que tu as pris ta grossesse. Elle-même, elle a refusé carrément que je vienne à la maison. Quand je suis rentrée au village, je suis pas restée pour aller chez mes parents. Je suis allée chez mon partenaire. Donc de là, on a appelé mon grand frère ici pour lui dire que j'ai pris une grossesse. Elle dit c'est comme ça. La personne, le gars qui m'a enceinté, va s'occuper de la grossesse. Et puis de mon école aussi là. Ils sont pris dedans. Donc ça m'a affecté. Qui est ton héros? Mon chéri. Mais quand j'ai accouché, c'est lui-même qui est venu m'inscrire encore à l'école ici, pour mes cours. Et dès que j'ai eu 6 mois, moi je l'ai approché. J'ai dit, bon, moi je vais aller à l'hôpital, aller faire une injection. Il a dit qu'il n'y a pas de souci, que lui-même, il a un ami médecin. Et donc, il va l'approcher, il va lui dire, maintenant, on va partir. Bon, on est parti, on allait faire son test, j'ai fait mon test, ils ont fait les bilans, tout. Puis bon, j'ai fait l'injection. Bon, avec la méthode, je me sens très bien, parce que j'évite beaucoup de risques. Quel est ton message? Bon, pour ces jeunes filles, le conseil que j'ai pour eux, c'est de ne pas se laisser influencer par ce que dit le partenaire. L'enfant peut venir après. Parce que tu peux te mettre dans l'erreur pour dire, mon partenaire veut ceci, il veut cela. Tu vas te mettre de son côté. Et demain, et si tu prends la grossesse et que le gars va s'occuper de toi, tu fais comment? Moi, par contre, j'ai eu la chance. Le gars s'est occupé de moi. Mais et si c'était une autre personne, ma vie était déjà gâchée comme ça. Parler de la santé de la reproduction et de la planification familiale avec les jeunes. On a suivi le témoignage et on comprend aisément que quand on n'a pas la décision, parce que la décision à lui apporter, c'est à tous les niveaux, hein, au niveau de on fait un enfant, on va à l'école, on te réinscrit à l'école, on adopte une méthode de contraception. J'espère quand même que ça s'est fait consensuellement avec son partenaire. Oui, bien sûr. Tel qu'elle l'a dit, au début même de son témoignage même, ce que moi j'ai remarqué, c'est qu'à un moment donné, elle n'avait pas de soutien. Elle n'avait plus, parce que le papa n'était plus là pour subvenir à ses besoins. Il n'y avait que maman. Alors, vous voyez que voilà, maman n'arrive pas à subvenir à ses besoins. Et elle-même, en tant que femme, elle est obligée de se soumettre à son petit ami qui, lui, subvenait à ses besoins. Donc, ce que le petit ami avait décidé, c'est ce qu'elle a fait. Le petit ami avait un enfant. Pour lui, c'était peut-être garantir la relation, garantir son investissement mais un enfant. Oui, ce que moi je voudrais soulever là-bas, c'est que la femme, cette jeune fille, si elle avait un niveau d'autonomie, elle ne pouvait pas céder facilement à cette requête de l'homme
sachant bien qu'elle est toujours sur les bancs d'école. Et surtout à la maison, la maman, s'il y avait une certaine autonomisation de la femme, ma maman était assez autonome pour subvenir aux besoins de sa fille, pour continuer les études, il n'y aurait pas un garçon qui dirait que ouais, c'est moi qui dépend sur toi, alors ce que je dis, tu dois le faire. C'est cette partie-là que j'aimerais bien souligner en insistant sur cette notion d'autonomisation. D'autonomisation. Alors, le transfert de valeur à nos enfants dans les familles, que l'on veut aujourd'hui des éducateurs de la famille, ça doit passer par ça, ça doit passer par le fait de leur dire effectivement qu'il faut qu'on soit autonome, il faut pas se suffire à soi-même, mais vraiment il faut se donner les moyens. Parce qu'on a des familles dans lesquelles la mère, les parents indexent même les enfants, les filles précisément, qu'à ton âge, tu ne ramènes rien à la maison. Hein. C'est sociologue, c'est un fait de société établi. Effectivement, effectivement. Et comme elle a dit tout à l'heure, on a compris, hein, parce que si on parle aujourd'hui de l'autonomisation de la femme, c'est qu'on a compris que c'est par là on peut pouvoir quand même trouver la solution à beaucoup de problèmes qui se posent à la femme. Pour que la femme puisse décider. Vous voyez. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, actuellement, je vis un cas peut-être que je vais partager. C'est-à-dire que la dernière fois, j'appelais une fille, c'est-à-dire qu'elle a passé son BPC, je l'appelais pour lui demander et comment les choses se sont passées. Elle me dit qu'elle ne va plus continuer. Et je lui dis pourquoi. Oh, je savais qu'elle m'avait dit entre-temps que il était avec un garçon, c'est-à-dire que c'est lui qui payait les études. Donc elle me dit que le gars veut un enfant. Donc qu'elle ne va plus continuer. Je lui dis que ce n'est pas possible. Est-ce que vous voyez? Donc moi, je ne peux pas lui promettre quand même de m'occuper d'elle tout entière, mais je me dis, au moins pour certaines choses je peux, mais de ne pas céder. Est-ce que vous voyez? Donc ce qui fait que même si elle avait des envies d'aller par exemple de faire des cycles longs, elle serait peut-être obligée de faire un cycle court. C'est un manque de confiance en la fille elle-même, en la femme elle-même, et qu'elle tire au-delà de l'éducation en famille, mais qu'elle tire de la personnalité avec laquelle... C'est ce qu'on dit, c'est-à-dire que c'est ce qu'on lui a transmis comme valeur, ce qu'on lui a transmis comme éducation, c'est ça qu'elle reflète. Est-ce que depuis, quand elle était enfant, comment est-ce qu'on l'a éduquée? Est-ce qu'on l'a éduquée en disant que tu sais, tu vaux plus que ça, hein? Est-ce que tu sais qu'il y a certaines décisions, tu dois penser à toi-même avant de penser aux autres? Maintenant, des fois, on peut t'inculquer tout ça là, mais face à la réalité, c'est autre chose. Tout à l'heure, je viens de parler des moyens. La maman n'a pas les moyens, son papa est décédé. C'est le garçon depuis qui quand même lui donne un peu, c'est-à-dire lui l'inscrit à l'école, lui donne de l'argent, de petit déj, comme on le dit, et maintenant le gars dit qu'il veut un garçon. Donc ça veut dire que si elle ne fait pas attention, elle sera obligée de céder. Au bout du rouleau comme ça, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait, la fille? Madame Bidombe, qu'est-ce qu'elle peut faire? Est-ce qu'elle a le choix? Si elle a le choix, quelles peuvent être les alternatives? Je pense que vraiment, elle devait être rattachée à sa maman, quels qu'en soient les cas. Parce qu'elle peut avoir le choix. Est-ce qu'ils perçoivent cela comme une interruption de l'évolution de la femme? Ils sont toujours dans le schéma de la femme, elle doit faire des enfants. Exactement, ils sont toujours dans ce schéma-là. Et comme le consultant le dit, il faudrait quand même inculquer cette éducation-là, pas seulement à la jeune fille, mais au jeune garçon aussi. Lui montrer que la femme a une place dans la société. Et pour cela, en fait, il ne faut pas forcément se figer sur les normes en fait, que la société nous a enseignées depuis tout petit, mais plutôt aider ces femmes-là, mais ces jeunes filles à pouvoir évoluer, surtout du côté scolaire. On est des héros hommes. Justement, et si c'était un garçon qui était dans le cas où le papa n'est plus de ce monde et il n'y a que la maman, alors est-ce que c'est une femme pour l'aider à s'en sortir? Est-ce qu'il irait voir une femme pour l'aider à s'en sortir? En général, dans ce cas, on entend les mamans dire à leur fils: tu es mon seul soutien, donc il faut que tu arrives quelque part pour pouvoir m'aider demain. Malheureusement, les filles n'ont pas forcément la même réplique en fait de la part de leurs parents. C'est la même chose que nous devons inculquer aux filles également. Ne pas attendre seulement de l'homme. Et dans certaines familles, on attend toujours c'est papa qui doit faire ci. Les vieux non, mais il faut montrer aux enfants dès leur bas âge de pouvoir, surtout les filles, de pouvoir
pouvoir se bouger, c'est ça. Oui. Sinon, on risque peut-être d'avoir des filles éduquées comme ça, qui deviennent femmes demain, qui peut être enceinte et en travail et attendrait que le monsieur revienne et qui décide qu'on parte à l'hôpital avant d'aller à l'hôpital. Et nous savons quel dommage ou beaucoup de danger que cela entraîne. Attendre peut-être une femme qui est enceinte, qui attend au papa de la vacune, mais dans d'autres sociétés, on dit l'homme n'a pas encore parlé, l'homme n'a pas encore réagi, l'homme doit arriver d'abord. Et on attend jusqu'à la femme là. Au-delà de la décision, il faut que l'homme apporte des ressources pour aller à l'hôpital avec. Et c'est l'une des causes qui crée la mortalité maternelle beaucoup sous monsieur. Donc les femmes doivent se dire et comprendre qu'elles ont un gros boulot elles-mêmes. Est-ce qu'on a comme l'impression qu'aujourd'hui, que les femmes, il y a de nombreuses femmes, ou alors de plus en plus de femmes qui perçoivent cela, qui perçoivent le travail qui est leur aujourd'hui dans cette lutte que nous faisons pour jouir des mêmes droits, nos droits, des droits que la femme. Dans les milieux urbains, dans les milieux urbains, l'information est quand même plus accessible, ce que vous voyez. Mais lorsque vous allez dans nos campagnes et consorts, vous allez voir dans l'état dans lequel ça dit que là, les traditions... les campagnes qui se font, on parle de ça depuis sont très ancrées. Elles sont encore très ancrées. Parce que pour que cela bouge, il faut qu'on apporte de l'information aux gens. Maintenant, comme on le dit, il y a les hommes aussi qui participent à ça. Parce que les hommes aussi, ils ont compris quelquefois que quand la femme va bien, quelque part, c'est moi qui va bien. Est-ce que vous comprenez? Donc, les hommes aussi sont quand même dans cette dynamique-là, ce qui fait que ça évolue. Mais là où, par exemple, je dis, dans les milieux où les gens n'ont pas cette information-là, qui ont déjà eu une éducation, qui sont en train de perpétuer, c'est difficile. Est-ce que vous comprenez? Là, aujourd'hui, quand vous prenez, vous voyez, regarde, vous avez madame qui est là, juriste, ainsi de suite, vous avez madame qui est là, sage-femme, c'est déjà bon. C'est des images et je dis que lorsque madame est juriste, s'il a une fille, elle est modèle pour sa fille. D'abord, en tant qu'éduquée, étant éduquée, elle éduquera encore mieux sa fille. Parce que, comme on le dit, ce sont nos mamans qui nous éduquent. En même temps, ça n'a pas toujours, ça ne répond pas toujours au même schéma. Ce n'est pas comme si c'est l'instruction de la femme qui détermine le fait qu'elle ne réplique pas les inégalités de genre. Il y a des femmes qui sont très instruites et qui maîtrisent pas la chose, en même temps qu'il y a des femmes de nos milieux, des femmes dans les zones rurales, qui savent comment se prendre en charge et l'inculquent aux enfants. Ce n'est pas... Vous parlez des femmes de nos milieux qui se prennent en charge. J'ai dit quelque chose tout à l'heure que avoir de l'argent, c'est autre chose. Hein. Oui, mais qui décide? Ils sont entreprenantes. C'est la décision. Est-ce que tu vois? Est-ce que les femmes là dont vous parlez, est-ce qu'elles ont ce pouvoir-là de décider comme on le dit? Vous pouvez avoir de l'argent, les femmes ont de l'argent, mais est-ce que tu as ce pouvoir-là de décider, de dire que non, ça, je dois le faire. Je le fais, pas parce que pour défier l'homme, mais je le fais parce que pour mon bien. Pas seulement pour son bien, mais peut-être pour le bien de la famille et de l'entité dans laquelle elle se trouve. Dans tous les cas, nous sommes des enfants et puis du mari et d'elle-même. Dans tous les cas, nous sommes tous égoïstes. Lorsque tu pars d'abord pour toi, maintenant tu vas réagir sur la avant, ça réagit sur les autres. Alors, le consultant de la campagne Merci Mon Héros, globalement, pour ramasser l'égalité l'égalité de sexe, et ce que cela devrait être impliqué dans l'éducation des enfants et sur la vie de couple. L'engagement aujourd'hui, c'est beaucoup au niveau des femmes, mais aussi au niveau de l'orientation du message aussi envers les hommes. Oui. Exactement. Notre campagne s'inscrit largement dans ce cadre-là de pouvoir créer un environnement favorable dans nos milieux pour pouvoir en parler d'abord et pour pouvoir donner cette opportunité à la femme de pouvoir affirmer son autonomisation et également de pouvoir améliorer ces normes-là, ces perceptions que nous avons d'abord en début d'émission. Nous avons vu comment est-ce que jusqu'au jour d'aujourd'hui nous avons encore ces perceptions-là sur l'égalité. Alors, beaucoup de barrières que nous tendons à briser pour pouvoir favoriser un climat beaucoup plus favorable à l'égalité des genres. Alors, la bataille continue. Alors, nous faisons un combat perpétuel dans cette campagne Merci Mon Héros, qui est une activité du projet WABA, West African Breakthrough Action, et qui est mise en œuvre dans 4 pays, Togo, Burkina, Niger et Côte d'Ivoire. On croise les doigts pour que les avancées soient assez notables. Madame Bidombe, merci d'avoir été sur ce plateau. Alors vous avez des enfants aujourd'hui, aussi bien garçons
que filles. Et comment est-ce que vous vous y prenez dans ce que vous leur transmettez pour que le changement commence par se ressentir? Merci. Bon, dans ma famille, effectivement, j'ai 2 filles, 2 garçons. Donc, l'éducation que j'inculque à mes enfants, c'est-à-dire, il n'y a pas une activité qui est spécifique aux garçons, bien sûr, qui sont plus petits que les filles. Il n'y a pas une éducation propre aux filles et propre aux garçons. Alors, faire quoi, par exemple? Si, par exemple, je prends les travaux domestiques, les filles sont là, ils ont leur rotation de petites choses qu'ils font. Le garçon aussi est impliqué, même dans la cuisine. Super. Il est impliqué. Il est là lorsqu'il est temps pour faire la cuisine. C'est lui le petit qui met le feu. C'est lui qui va mettre, s'il faut préparer la marmite sur le feu. Et le papa, il trouve ça, il approuve ça, il valide ça, il trouve ça. Ben, on n'a pas besoin d'avoir sa validation. Forcément, c'est dire comment lui, il perçoit. Il trouve que c'est bien. Non, il trouve que c'est bien. Et puis, il apprécie, il encourage. C'est cela. Donc, même pour faire la vaisselle, le petit garçon, il s'ingère. Ça commence par là. Ça commence par là. Il s'ingère, laver les seaux, faire la lessive, tout ça là. C'est-à-dire, actuellement, il est intéressé. Et ce n'est pas qu'à la cuisine qu'il faut Oui, il est intéressé dans tout. Et puis les filles, c'est pareil. Les filles, c'est pareil. Alors, celle qui est la plus jeune en couple, vous faites pareil, je m'imagine, forcément. Bon, actuellement, je n'ai qu'un enfant, donc... Garçon ou fille? Une fille. Donc, déjà côté système reproductif, je lui dis déjà, par exemple, tu sais, là, c'est quelque chose de très important pour ton corps. Quand quelqu'un te touche, tu me dis. C'est clair. Ça, c'est clair, c'est un côté. Et puis après, vous savez, qu'il soit petit ou grand, il faudrait déjà leur dire, quand vous faites quelque chose, viens voir, apporte-moi le seau, fais ci, fais ça. C'est déjà quelque chose que vous leur inculquez, une éducation en fait de base que vous leur donnez. Comme ça, même en grandissant, ils savent exactement quoi faire, quand et comment. Donc, vous n'attendez pas toujours de lui dire, pour racheter ton stylo perdu, va voir papa, maman peut sortir de l'argent du sac, lui donner pour qu'il aille. De toute façon, je crois que c'est quelque chose qu'on ne doit pas attendre. Vous savez, l'éducation de votre enfant, en fait, c'est quelque chose qui est important pour vous. Donc, quand papa n'est pas là pour le faire, vous le faites en attendant. Et puis, quand il vient, je dis souvent, tu sais, j'ai fait ça la dernière fois, soit tu me paies ou bien soit je prends ça ailleurs. Donc, ça... Mais je sais là où je prends ça. Voilà, ils vont se dire, avec moi, je dois lui rembourser. Mais c'est pour devant l'enfant le faire, pour que l'enfant sache que maman peut décider, maman peut agir. Mais je vous remercie d'avoir animé cette première partie de l'émission. Monsieur Docteur Loméo, vous restez avec nous, le sociologue, pour la deuxième partie de l'émission. On va remercier Madame Bidombe Chen Adja, l'épouse Mama, sage-femme et puis deuxième conseillère de l'Union des Togolaises, des associations de parents d'élèves. Merci d'avoir partagé votre vécu avec nous. Nous allons remercier également Monsieur Djadja Komlan Edem, consultant sur la campagne Merci mon héros. Merci d'être passé, merci de mener cette campagne, merci de vous engager pour que l'égalité des sexes concept entre effectivement dans la réalité. Et on va remercier Dick Elver, communicatrice et juriste en couple, et l'encourager à continuer par éduquer sa fille et ses enfants pour que l'égalité des sexes tant recherchée arrive, soit dans les faits. Ça fasse tache d'huile. Ça soit une réalité. Une vraie réalité. Ça fasse tache d'huile. Merci. Merci beaucoup. Tout de suite, on va souffler, on revient derrière pour voir les implications de l'égalité des sexes sur les offres de services de planning familial. Restez avec nous. Et nous sommes de retour sur ce plateau pour continuer notre discussion sur l'égalité des sexes dans les relations entre jeunes. Deuxième partie de l'émission, nous allons parler de l'implication de cette réalité ou alors de ce vœu de l'égalité des sexes sur les offres de services de planification familiale. Et pour échanger, nous avons au plateau Dr Mboch et Bingo Kinyomo. Merci d'être avec nous. Vous êtes gynécologue obstétricien responsable médical à l'Association togolaise pour le bien-être familial.
Merci et bonsoir. Bonsoir. Alors, vous recevez quoi, indifféremment les hommes et les femmes qui viennent solliciter les conseils, ou c'est beaucoup plus quand même les femmes qui viennent parlant de planification familiale? L'idéal, c'était qu'au cours des consultations de planification familiale, que ce soit le couple, puisque c'est une décision du couple. Et donc, lorsque le couple vient en consultation, ça nous permet que le message qu'on envoie, ou bien le message qu'on fait passer, passe pour les deux, pour éviter certains problèmes qui peuvent toutefois survenir à la maison lorsque peut-être la femme venait seule en consultation. C'est cela. On va voir comment arriver à ce que les deux ensemble ils puissent décider de venir à vous pour solliciter des conseils en matière de planification familiale. On va dire bonsoir à Madame Ayeva. Oui, Mademoiselle Ayeva Ayat, présidente du mouvement d'action des jeunes de la TBF. Est-ce que les jeunes que vous représentez, je vais le dire comme ça, est-ce qu'ils ont comme l'impression d'être pris en compte dans l'offre de services de planification familiale? Est-ce qu'ils ont comme l'impression d'être compris, d'être accueillis, ou alors ils ont des réserves toujours sur le sujet? Alors, merci beaucoup pour la question. Il faut noter qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle des offres de services en matière de planification familiale, il y a vraiment des efforts qui ont été faits dans ce sens, puisque avant, lorsque les jeunes y vont pour des prestations de services, il y a l'accueil, voilà, la manière de recevoir le jeune qui n'est pas très accessible. Mais maintenant, avec les efforts des organisations de jeunes intervenant dans la planification familiale, il y a vraiment une réalité et les jeunes sont vraiment concernés aujourd'hui, de nos jours, dans l'offre de services en matière de méthodes contraceptives, en matière de planification familiale. Voilà qui rassure. Voilà qui rassure. Et Madame Aoussi Akosiwa Sylvie, épouse Nkpanou, merci d'être sur le plateau. Vous nous venez de la division de la santé maternelle et infantile et de la planification familiale, un démembrement du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique qui fait un gros travail sur le terrain quand même en matière de santé de la reproduction et donc de planification familiale. Quel est l'accueil que les populations togolaises font généralement de la planification familiale? Est-ce que les jeunes sont assez concernés? Est-ce que les jeunes sont demandeurs? Ou alors c'est réservé à une certaine tranche d'âge plus âgée, voilà, des personnes plus âgées? Merci Lise pour la question. Disons qu'aujourd'hui, il y a plus de demandes des jeunes par rapport à avant. Il y a le cadre est plus attractif maintenant. En ce sens, ça fait que la demande par rapport aux jeunes est là aujourd'hui par rapport à avant. Merci. La demande des services, est plus forte. Oui, la demande est plus forte. Le cadre est plus attractif du travail a été fait forcément. Pour lancer la discussion, nous allons suivre ensemble le témoignage d'une jeune dame. C'est ce que l'on souhaiterait que ce soit assez souvent. C'est une jeune étudiante qui, pour le choix de sa méthode de planification familiale, s'est fait accompagner par sa maman. Ensuite, on revient juste derrière pour en discuter. Merci mon héros, héros, héros. Merci mon héros. Bonjour, quelle est ton histoire? Mon histoire concerne l'utilisation des méthodes contraceptives. En fait, j'étais à une période de ma vie où je voulais me concentrer sur mes études. Et donc, j'ai décidé d'utiliser une méthode contraceptive pour éviter les grossesses, surtout au milieu scolaire, puisque j'avais déjà des amis qui avaient déjà des enfants pendant que nous étions à l'école et c'était vraiment difficile pour elles. Qui est ton héros? Mon héroïne, en fait, c'est ma maman. Voilà. Elle est sage-femme et elle m'a beaucoup donné des conseils concernant les méthodes de contraception. Voilà. Et chez nous, ce n'est pas un sujet tabou. Hein. On en parle tout le temps, la sexualité, tout ça. Elle m'a en fait expliqué comment ça s'utilisait et les différentes gammes de méthodes de contraception qui existent. Et c'est ainsi que j'ai opté pour l'implant. Et c'est elle-même qui m'a encouragée dans mon choix. Voilà. Et c'est ce qui a été fait. Quel est ton message? Mon message vise à exhorter mes copines à se rendre chez les prestataires pour adopter une méthode de contraception et vivre leur vie sereinement.
briser les tabous. Parler de la santé de la reproduction et de la planification familiale. Il faut en parler, il faut aider les jeunes à prendre les meilleures décisions. Alors, docteur Mborche, vous, dans votre centre, est-ce que les jeunes viennent à vous pour demander des informations et peut-être que vous lisez un peu une certaine peur en eux, ou alors si c'est des filles qui peut-être viennent à vous en dernier recours parce qu'il n'y a pas quelqu'un à la maison qui aurait pu conseiller, ou alors que l'on se cache même, que les adultes, que les parents ne sachent pas que le jeune soit venu demander conseil chez vous. Est-ce que ça arrive? Oui, ça arrive dans nos consultations et surtout que nous avons donc deux types de centres. Nous avons des centres destinés aux jeunes où le problème ne se pose pas tellement. Et de l'autre côté, le centre destiné aux adultes où les jeunes viennent fréquenter ces centres-là, nous constatons dans nos échanges qu'il y a une sorte donc de crainte et que ces jeunes ou ces jeunes auraient volé un petit temps pour venir, n'est-ce pas, avoir des conseils concernant la planification familiale. Donc ça existe vraiment dans nos consultations. Ça existe chez vous. Est-ce que, madame, au niveau de l'autorité publique, est-ce qu'il y a des dispositions qui sont prises, tout comme au niveau de la société civile, pour faciliter l'accès des jeunes aux services de planification familiale? Parce qu'il faut reconnaître que c'est une question qui n'est pas moins délicate. Hein. C'est pas tout le monde qui arrive à se livrer. Oui, justement, c'est pour cela, je le disais tantôt, que qu'on crée le cadre pour... Quand on crée le cadre, c'est-à-dire que qu'est-ce qui est fait concrètement? Pour permettre aux jeunes de venir. Oui, alors au niveau des formations sanitaires. Maintenant, il y a les centres de jeunes qui sont là, où les jeunes peuvent aller directement dans ces centres-là pour avoir quand même des informations par rapport aux méthodes de contraception, qui sont disponibles. Alors, quand vous dites des centres de jeunes, c'est des centres récréatifs globalement qui ont ces services, ou alors des structures sanitaires qui réservent quand même un endroit assez gai, convivial aux jeunes, qu'ils viennent, qui se sentent en confiance et qui viennent demander conseil. Il y a des centres conviviaux qui sont là. Il y a par exemple le centre convivial, il y a des centres de jeunes, il y a la clinique dans les écoles également. Okay. Voilà, où les services là sont donnés, où les jeunes peuvent aller directement dans ces centres-là pour avoir accès à ces méthodes. Dans nos formations sanitaires également, les jeunes peuvent venir, mais pour des mesures de discrétion, la demande n'est pas souvent à ce niveau. Oui, il préfère aller dans les centres de jeunes. Voilà. Où les besoins sont noyés, où les activités sont noyées. Alors, tantôt, la présidente du mouvement des jeunes de la TBF disait que l'accueil repoussait avant les jeunes. Si ça s'est amélioré, on suppose que les prestataires ont été formés, c'est ça? On leur a dit les besoins spécifiques de cette tranche de la population? Les prestataires sont de plus en plus renforcés maintenant par rapport à l'approche, à la problématique des jeunes. Voilà, elles comprennent quand les jeunes viennent à leur niveau, ils essaient quand même de les mettre en confiance, d'essayer de les écouter, d'être à leur écoute, de venir, d'être leurs amis, voilà, pour pouvoir quand même essayer de satisfaire leurs besoins un temps soit peu. Vous, les jeunes que vous représentez, c'est le retour qui vient, que ça va, qu'on ne se présente plus dans un centre pour demander conseil et que le prestataire peut-être vous dévisage ou qu'il soit surpris du fait que tu as quel âge et tu viens chercher quoi ici, voilà. Alors, il faut noter que les jeunes ont vraiment des besoins très spécifiques et aujourd'hui, c'est une réalité que beaucoup de prestataires ont été formés. L'autorité suprême également fait des efforts, la société civile également fait des efforts pour former les prestataires dans l'accueil des jeunes lorsqu'ils viennent pour l'offre de services en matière de santé de reproduction. Donc, ce qui veut dire que les jeunes n'ont plus autant de plaintes à ces niveaux-là. Les jeunes n'ont plus autant de plaintes, les jeunes n'ont plus honte de venir dans les centres, puisque les centres sont dédiés spécifiquement aux jeunes. Il y a des jeux,
puisque c'est un centre socio-culturel, donc le jeune vient prendre des informations qu'il faut. C'est cela. Alors, le sujet nous dira peut-être ce qui peut expliquer qu'un jeune, il ait des appréhensions, qu'il ait, comme elle a dit, honte d'aller demander conseil. Déjà, de parler autour de lui et d'aller demander conseil. Oui, ça dit que, comme on l'a dit, tout vient, ça dépend de l'éducation. Okay? Est-ce que dans la famille, on traite de ces problèmes-là? Lorsqu'on ne traite pas de ces problèmes-là, ce ne sera pas facile aux jeunes de l'aborder autant que ça. Donc je pense que ce que les centres pour jeunes qu'on a mis en place, c'est un peu pour aider les jeunes à se sentir un peu plus à l'aise dans ces centres-là, pour pouvoir expliquer ces problèmes-là. Mais je pense que ce n'est pas bien, parce que les conséquences qui en découlent sont des conséquences vraiment graves. Parce que des fois, avant d'avoir l'information, c'est un peu tard. C'est-à-dire que le mal est déjà produit avant que vous soyez, que vous devez adopter certains comportements pour ne pas en arriver là. Vous avez vu la vidéo qu'on a vue tout à l'heure, la demoiselle dit que non, c'est comme ça. Elle est là, ses camarades ont des enfants déjà. Des enfants, est-ce que vous voyez? Donc elle a eu la chance d'avoir une... Ça veut dire que le sexe n'est pas tabou à la maison, qu'elle en parle. Est-ce que vous voyez? Donc ça fait le lien à ce qu'on disait en début d'émission, communiquer. Communiquer. Éduquer, communiquer, parce que tout ça là, c'est lorsque vous êtes, tout ça là, ça participe à l'éducation de l'enfant, de la personnalité, puisque qu'est-ce qu'on dit? On dit que l'enfant est le père de l'homme, hein. Ça veut dire que s'il y a des choses, si vous ne le dites pas à l'enfant, ça ne peut pas participer à sa personnalité. Ça veut dire que les comportements qu'il va adopter plus tard, c'est dans l'enfance que il faut justement arriver à le lui inculquer. On a comme l'impression que les parents pensent que parler de ces sujets avec les enfants, c'est les inciter à aller vers la chose. C'est là l'erreur. C'est là l'erreur. Parce qu'on pense qu'en brisant quand même ces tabous-là, ces étapes-là, en leur parlant de cela, l'enfant ou bien la fille va commencer quand même par s'y prendre un peu plus tôt que le moment venu. Alors que non, il suffit de le dire. Comment est-ce que et cela doit se passer? Si vous le dites un peu tôt, je pense que elle va prendre des dispositions pour ne pas tomber dans ces pièges-là. Parce qu'aujourd'hui, on dit que quand vous prenez toutes les femmes de moins de 50 ans, moins de 50 ans qui tombent enceintes, on dit la probabilité pour que la fille de 14 ans meure en couche, la probabilité est très très forte. Donc ça veut dire que déjà, il faut continuer quand l'enfant atteint certains... On dit, les théoriciens disent que déjà à partir de 4 ans, les enfants, garçons comme filles, arrivent à faire la différence de leur corps. Oui. Est-ce que vous comprenez? Donc déjà, il faut continuer par le dire certaines choses. Et à 7 ans déjà, il faut aussi continuer par dire ce que... C'est-à-dire, il y a des étapes différentes pour savoir quel message passer. Pour qu'ils ne tombent pas dans ça peut paraître facile à dire, mais si les parents n'ont pas eu ça, eux, comment transmettre un message, comment transmettre un savoir que l'on n'a pas eu, Dr Mborchi? Oui, effectivement, ça peut paraître un peu difficile, mais c'est que au jour d'aujourd'hui, si on veut vraiment bien faire, on peut le faire. Il suffit donc de se cultiver. Et c'est pourquoi il y a des formations pour les parents qui veulent éduquer leurs enfants sur la santé de la reproduction. Et la santé de la reproduction, pour l'éducation, il n'y a pas d'âge, c'est depuis le bas âge. Alors comment est-ce qu'on s'y prend? On est les parents qui sont devant leur écran, qui nous suivent, qui savent, qui comprennent tout ce qu'on dit, qui savent qu'aujourd'hui le besoin est là. Il faut en parler aux enfants, mais comment on s'y prend? On commence par où? On commence par dire quoi à l'enfant? Aussi bien garçon que fille. Oui, on commence à quel âge? On commence par lui dire quoi? Oui, on commence... Toi, viens ici, à ce toi ici, c'est ça. Oh non, c'est pas évident. Hein? Oui, c'est pas évident, mais c'est il ne faut pas appeler le petit garçon, garçon viens, on va parler de ça aujourd'hui. Non, mais le petit garçon peut te poser la question. Pourquoi mon petit zizi est comme ça? On lui dit, quitte ici, tu n'es pas encore grand. Non, et c'est là ce qu'il ne faut pas faire. C'est là qu'il devait dire, voilà, ça, tu as vu chez toi, c'est le petit zizi. Tu as vu chez ta soeur, ce n'est pas zizi. Ça, c'est comme ça s'appelle. Et on commence comme ça. Et petit à petit, il va comprendre, il voit que il utilise ça pour uriner. Est-ce que c'est seulement pour uriner? Et là, comme ça, au fur et à mesure que l'enfant avance en âge, lui-même, il est éveillé. Il est éveillé et il pose des questions. Quand il pose des questions, il faut saisir donc cette opportunité pour lui parler donc de la chose. Il va arriver à un moment donné, peut-être si c'est une jeune fille, elle va commencer par pousser les seins. Elle va commencer par voir quelque chose. Et là, elle va dire, elle a vu quelque chose. Donc là, maman ne peut pas s'écarter pour dire non, laisse ça. Il faut
lui faire comprendre ce que cela voudrait dire. Il n'y a pas d'âge, on n'attend pas à ce que l'enfant ait 15 ans, 18 ans. Non. À tout âge, on peut commencer et on enseigne correctement. La crainte qu'on a quand on ne fait pas cet enseignement, c'est que l'enfant à un âge donné va aller chercher ça ailleurs. Et peut-être l'information que l'enfant va aller chercher est une information erronée. C'est pas peut-être, il y a de fortes probabilités que l'enfant cherche l'information dans la rue et chez des amis qui ne sont pas renseignés. Donc lorsque l'information est erronée, ce sont des conséquences. Et peut-être ce que nous avons vu là, certainement que ces filles-là, ces amis, les amis donc de la fille qui a témoigné, n'a pas eu peut-être des notions sur la santé de la reproduction. Et voilà, ils ont eu des conséquences. Donc elle s'est vraiment bien retenue pour pouvoir éviter d'en arriver là. Parce que ce n'est pas facile d'être parent à 14 ans. Si la jeune fille ne meurt pas lors des couches, être parent à 14 ans alors que tu n'as pas encore fini ton éducation. L'enfant, la nouvelle maman met enfant encore. Donc on éduque la maman qui doit éduquer son enfant. Toi, tu n'as pas encore fini ton éducation et tu vas éduquer quoi à l'enfant? Donc c'est pourquoi c'est vraiment important d'attirer l'attention donc des adolescents, des jeunes sur la santé de la reproduction. Parce que lorsqu'on est mature, lorsqu'on aura eu tous les diplômes, lorsqu'on est stable, on pourra vraiment faire des enfants de qualité et être vraiment bien portants. C'est cela. Et parlant des astuces, des opportunités à saisir pour passer le message à l'enfant, peut-être des programmes des programmes télé devant lesquels on serait avec les enfants et que malheureusement des scènes s'y glissent. C'est toujours des opportunités pour discuter, pour parler à l'enfant, lui dire ce que l'enfant voit, lui demander ce qu'il voit, ce qu'il en sait et rectifier peut-être ses connaissances en ces moments-là aussi. Et effectivement, c'est qu'il ne faut pas vraiment renvoyer l'enfant quand il y a quelque chose qui a trait à la santé de la reproduction. On sait bien faire ça, ce monsieur. On dit, tu t'es levé aujourd'hui? Regarde, tu es là, regardez, tourne les yeux, tourne les regards. On sait bien faire des choses de ce genre, oui. Donc c'est très important qu'on mette un accent sur la santé de la reproduction. Et il n'y a pas, comme je le dis, il n'y a pas d'âge. Tout âge, on peut enseigner quelque chose à l'enfant. Il faut toujours tenir compte de l'évolution de l'enfant. Parce que l'enfant, il quitte le petit enfant. La petite enfance, il devient adolescent et il devient jeune, après il devient adulte. Donc, tout au fur et à mesure qu'il évolue, il grandit, que ce soit le jeune garçon ou la petite fille, il faut toujours l'observer. Il faut toujours être en contact avec la personne et apprendre les bonnes choses pour que la personne puisse s'épanouir lorsque la personne sera adulte. C'est cela. Aïeva Hayat, vous êtes encore jeune. Les informations de ce genre, vous les avez eues, vous? Oui. Je dirais que j'ai eu les informations en ce qui concerne la planification familiale, en ce qui concerne la santé de la reproduction, juste parce que je fais partie d'une association de jeunes. Donc, j'ai eu la chance de faire partie d'une association de jeunes depuis toute petite, à l'âge de 12 ans, dans ce qui me fait avoir des informations en matière de planification familiale, en matière de santé de la reproduction. Donc, vous imaginez ce jeune qui n'a pas eu la chance de discuter de ça avec ses parents ou de faire partie d'une association qui parle de la santé de la reproduction. Donc, il y aura vraiment de l'influence ou bien de l'impact sur sa vie à venir. Donc, c'est tabou chez les parents, on n'en parle pas. Il faut noter que depuis la nuit des temps, ça a été toujours tabou lorsqu'on parle de la santé de la reproduction. Mais aujourd'hui, beaucoup d'efforts également sont en train d'être faits. Il y a également l'association des parents d'élèves, l'association également des jeunes, voilà, en tant que père éducateur, qui peuvent être des héros pour les jeunes, et des parents également ou des instituteurs à l'école qui peuvent être également des héros pour les jeunes en matière de reproduction. C'est cela. Alors, docteur Mboche, je reviens à vous pour voir un peu comment s'exprime, est-ce que vous ressentez quand même cette expression de l'égalité de sexe dont on parle dans les consultations que vous avez pour les choix de planification familiale? On disait tantôt que vous auriez souhaité que les couples se déplacent, qui viennent, que ce soit une décision consensuelle. Ce n'est pas toujours ça encore. Est-ce qu'on aura de meilleurs résultats? Vous estimez si la décision se prenait comme cela avec les deux partenaires? Oui, il faut noter que lorsque les gens viennent en consultation de planification familiale, c'est déjà calé dans la tête du couple, que c'est la femme qui doit adopter la méthode. Oui. Quand nous prenons peut-être un couple qui ne veut plus d'enfants, un couple qui ne veut plus d'enfants parce qu'ils ont eu le nombre d'enfants souhaités, il y a aussi une méthode pour l'homme, une méthode pour la femme. Donc, écoutez le prestataire vous présenter les méthodes. Mais globalement, quand on vient, c'est que c'est la femme qui va porter. C'est que c'est la femme qui doit porter la méthode. Donc déjà, il y a un problème.
Donc il faut que déjà cette notion sorte donc, de la tête des hommes, si je peux le dire comme ça. Quand nous sommes dans la santé de la reproduction. Non, si on veut rester un peu sur l'aspect dont vous avez parlé, donc il y a des méthodes spécifiquement pour l'homme. Il y a des méthodes spécifiquement pour les hommes qui ne veulent plus avoir d'enfants. Est-ce que cela arrive que certains couples viennent et que les hommes les mettent ces méthodes en pratique, que vous le leur appliquiez? Des fois, c'est des méthodes quand même irréversibles. Oui, c'est pourquoi nous disons que c'est des méthodes destinées aux couples lorsqu'ils ne veulent plus d'enfants. Alors, est-ce que des hommes prennent quand même? Est-ce qu'il y a des expériences d'hommes qui viennent prendre la décision d'assumer la méthode-là? Oui, les hommes prennent cette décision. Et c'est ça, parce que ça a été vraiment discuté dans le couple. Et du coup, on se dit, nous ne voulons plus d'enfants. Et la dame a eu à utiliser tant, ça n'a pas vraiment marché. Donc moi, l'homme, je prends la décision d'assumer cette responsabilité de contraception dans le couple. C'est courant, c'est pas courant? C'est courant, nous avons beaucoup de demandes. Et les hommes commencent par changer par rapport à ce paradigme. Okay. Et du coup, on constate également que les hommes accompagnent maintenant les femmes lors des consultations. Les consultations de planification ou bien même lors des consultations prénatales. C'est quelque chose qu'il faut saluer. Parce que quand la femme vient seule et qu'on lui donne l'information, elle va retourner et expliquer cela à son mari. Si l'explication n'est pas vraiment bien convaincante, le mari refuse donc de payer les ordonnances, par exemple. C'est un exemple que nous avons comme ça. Oui. Alors que si le monsieur vient, en même temps, quand on prescrit, il sait que vraiment, il a le bien fondé donc, de la prescription. Et le monsieur, il achète les médicaments rapidement et le problème est réglé. Donc nous pensons que ça serait quand même important que l'homme s'implique davantage et qu'en matière de planification familiale, en matière de contraception, qu'on ne pense pas que c'est la femme seule qui doit utiliser la méthode. Surtout lorsque la méthode disponible pour l'homme peut être utilisée par l'homme. Voilà. C'est cela. Madame Honkwanou, oui. Oui, justement, dans le même sens que le docteur, si, par exemple, l'homme accompagne la femme pour aller dans la formation sanitaire, elle arrive quand même à mieux gérer même les effets secondaires de ces méthodes-là. Okay. Oui. Parce qu'il comprend peut-être... Voilà. Oui. Si elle n'était pas accompagnée, peut-être que si elle faisait ça clandestinement, la méthode qu'il ne devait pas lui donner, peut-être des maux de tête, avec le stress, elle aura les maux de tête et elle va peut-être penser que c'est la méthode qui lui a donné cela. Mais si l'homme s'implique là-dedans, si l'homme accompagne la femme, elle est rassurée, elle vit même, elle supporte même les effets secondaires là, elle est épanouie, la famille aussi est épanouie. Donc il faut vraiment que l'homme s'implique, il faut vraiment que l'homme accompagne quand même la femme dans l'adoption de ces méthodes. Alors, ayant le médecin et puis des agents de santé sur le plateau, on peut se tromper. Hein. Si l'on stresse, est-ce que cela produit des hormones qui peuvent dérégler peut-être éventuellement une méthode contraceptive que l'on utiliserait, qui ne marcherait pas? C'est pour revenir dire que si la femme, elle le fait de manière, elle s'est cachée pour adopter une méthode, peut-être le stress qu'elle peut avoir, vous le disiez, elle peut avoir des maux de tête. Est-ce que ça peut sécréter des hormones qui vont perturber le fonctionnement normal de la méthode et qui vont faire finalement que la méthode ne marchera pas? Non, pas justement dans ce sens que je voulais parler. Oui, mais est-ce que ça peut arriver? Est-ce que ça peut arriver pour justifier le fait que pour que la méthode marche, l'homme doit accompagner la femme dans la démarche forcément? Non, c'est un lien que je faisais. Okay. Par exemple, si la femme est sous pilule, par exemple, et que bon, elle a fait ça à l'insu de son mari, elle fait ça en cachette, peut-être dans ce stress-là, oh, mon mari va savoir ça un jour, qu'est-ce qui va m'arriver, tout ça là. Le stress là va faire qu'elle va sécréter de l'adrénaline. L'adrénaline va entraîner les maux de tête. C'est dans ce sens-là que je parlais. Je partage complètement. Voilà. Sans dire vraiment que c'est parce qu'elle a ce stress là, ça agit sur la méthode et c'est la méthode qui a entraîné les céphalées. Mais certaines méthodes peuvent entraîner aussi des céphalées. Mais si, c'est un exemple que je donnais, si par exemple l'homme a accompagné sa femme, elle allait vivre ça, elle allait supporter les effets secondaires là. Surtout que l'homme partagerait, l'aiderait même à supporter ça, hein, Dr Mboche. Oui, l'homme l'aiderait vraiment à supporter ces effets et il va comprendre... Ces effets secondaires éventuels, ça ne se passe pas de la même façon pour tout le monde, il faut le préciser. C'est pas, puisque quand on prend une méthode, et nous allons parler des méthodes hormonales, il peut arriver que ces méthodes hormonales entraînent des effets non souhaités chez l'utilisatrice.
Et ce n'est pas chez toutes les utilisatrices qu'il y a ces effets non souhaités. Donc, certaines prennent ces méthodes et elles n'ont rien comme problème. Mais d'autres vont prendre ces méthodes et vont commencer par avoir des petits malaises. Et ces petits malaises-là, c'est pour un petit temps. Mais durant ce temps-là, des petits malaises, si le monsieur n'a pas, si c'est à l'insu donc du monsieur, ça deviendra problème. Parce que la femme va demander, nous avons parlé donc de la dépendance de la femme, elle va toujours demander donc des moyens financiers pour se rendre à l'hôpital. Et là, c'est là où le monsieur va s'énerver. Mais si ou alors, monsieur, il ne pourra plus être apte à la maison, aux soins éventuellement de son mari, de ses enfants. Donc, du coup, elle ne s'impliquera pas et ça peut créer des tensions. Des tensions à la maison. Et du coup, le monsieur va se dire que voilà, qu'est-ce qui ne va pas, voilà. Et il finira par découvrir qu'il est parti adopter une méthode à son insu. Et là, ça crée notre problème. Puisque nous avons eu des cas, des situations, la femme est venue bénéficier d'une méthode. Arriver à la maison, c'était invivable. Donc, elle était obligée de revenir retirer la méthode. À cause de ça. Donc, du coup, il y a problème. Et c'est pourquoi il faut vraiment que les actions soient vraiment menées pour que l'égalité des genres soit vraiment là. Et pour qu'on se dise que si la femme va adopter une moutoule, c'est pour le bien de la famille. Ce n'est pas pour son propre bien. C'est pour le bien donc, de la famille. Parce que si c'est bon pour la famille, ça aide aussi le monsieur. C'est clair. Voilà. Donc, c'est pourquoi c'est important que l'homme s'implique davantage et que cette égalité soit au rendez-vous. Et ceci va commencer par l'éducation à la base. Oui. Parce que quand on éduque vraiment les enfants de cette manière, je pense qu'ils vont grandir avec ces bonnes manières et éviter d'être imposants ou d'être soumis ou bien soumises aux partenaires lorsqu'ils seront engagés dans les foyers. Tout ceci repose sur, comme on le disait dès le début, la communication. Il faut savoir se parler, il faut se reconnaître mutuellement des droits, les droits qui autorisent les uns et les autres à pouvoir exprimer librement leurs opinions et leurs points de vue. Vous êtes prête aujourd'hui à transmettre ce savoir comme cela à votre progéniture? Est-ce que vous vous sentez, oui, l'information, forcément, vous l'avez, Dieu merci. Mais comme on disait tantôt, toute cette délicatesse du sujet, est-ce que toute l'évolution que vous avez, tout le parcours que vous avez vous renforce, vous conforte aujourd'hui à contribuer au changement que nous voulons voir venir? Oui, exactement. Aujourd'hui, il faut s'en rendre compte que les jeunes ont vraiment des besoins. Lorsqu'on parle des besoins en matière d'offres de services, de planification familiale, ils ont besoin des informations également exactes, des informations smart, de qualité. Voilà, nous faisons partie des associations de jeunes. Lorsque nous sommes sur le terrain, nous faisons vraiment la remarque que les jeunes sont vraiment sous-informés en ce qui concerne l'adoption, par exemple, d'une méthode contraceptive. Sur le terrain également, nous faisons de notre mieux pour intensifier les sensibilisations en ce qui concerne la santé de la reproduction. Alors que les jeunes n'aient pas l'information, les centres sont là, on l'a constaté, des centres privés, des centres mis en place par l'autorité publique, que les jeunes aujourd'hui n'aient pas l'information. À quel niveau est-ce qu'il faut agir? Est-ce à leur niveau, à eux, de leur dire d'aller vers l'information, ou alors il y a quelque chose encore qui ne marche pas? Je pense qu'il faut encourager également les jeunes à aller vers l'information. Et nous, en tant que semblables des autres jeunes, en tant que pères éducateurs, nous également, par exemple, nous avons eu à concevoir en tant que jeunes des applications mobiles, par exemple l'application Info Ado Jeunes, l'application également e-convivial, où on a toutes les informations en ce qui concerne la santé de la reproduction qui permet aux jeunes d'aller vers l'information. Il faut noter également qu'aujourd'hui, les jeunes sont vraiment outillés au digital. Voilà, lorsqu'on parle des Facebook, des Twitter, etc. Donc, nous faisons un effort d'organiser ces genres d'activités pour leur permettre d'avoir des informations en ce qui concerne leur santé de la reproduction et savoir qui sont l'avenir d'aujourd'hui et de demain pour un développement durable. Alors, mademoiselle Eva disait tantôt que dans leur descente sur le terrain, elle constate quand même que ce n'est pas tous les jeunes qui ont l'information. Qu'est-ce qu'il faut accentuer aujourd'hui? Les services sont là. Leur en parler plus aux jeunes ou alors définir d'autres stratégies pour les approcher encore plus dans leurs divers milieux. Oui, les centres existent, mais réfléchir à d'autres stratégies pour qu'ils aient vraiment l'information pertinente. Ce serait beaucoup plus la sensibilisation. Continuer toujours la sensibilisation sur les médias
mass média, comme elle venait de le dire. Il faut les accentuer. Que vous représentez aura l'information par votre biais de renforcer la sensibilisation. Voilà, à l'endroit de ces jeunes-là. Aussi dans les centres qui existent déjà, les rendre encore plus attractifs, leur donner les informations qu'il faut être vraiment à l'écoute de leurs problèmes, de leurs problématiques. Voilà. Il faut plutôt plus renforcer la sensibilisation à l'endroit de ces jeunes-là. C'est ça. Voilà, pour qu'ils puissent être informés de leur état de santé et puis aller demander le service pour l'avoir. Il faut préciser que nous ne sommes pas en train peut-être d'encourager les jeunes à une certaine vie, mais c'est de voir la réalité et de les accompagner, de leur laisser l'information, de leur offrir l'information pour qu'ils puissent faire le meilleur choix possible. Hein, Dr Borki, c'est ça. Et effectivement, c'est ça. Puisque, comme on le dit, et c'est la crainte que les parents ont ça. La crainte, ils se disent que quand on parle de ça, c'est qu'on les pousse à... Non. Il faut vraiment donner l'information, la bonne information, pour que lorsque le jeune ou l'adolescent sera prêt, qu'il puisse utiliser ces informations pour vraiment s'épanouir. Complètement. Complètement. Merci beaucoup. Oui, vous voulez préciser? Oui, allant dans le même sens également que le docteur, je pense qu'il faut également responsabiliser les jeunes. Et nous, en tant que jeunes, il faut vraiment un éveil de conscience en tant que jeunes. Puisqu'aujourd'hui, on a accès, ou bien le gouvernement, la société civile, les partenaires également font de leur mieux pour nous donner des informations pour sauvegarder notre avenir. Alors, il faut vraiment que nous, jeunes, consciemment, nous sachions que nous sommes l'avenir d'aujourd'hui et de demain. Nous devons vraiment être responsables de nos actes en matière de santé de reproduction. Voilà. Et quand on parle de jeunes, on n'indexe pas spécifiquement la jeune fille, mais on indexe aussi bien le jeune homme que la jeune fille, parce qu'on l'a dit, pour que la méthode, elle marche, pour que la planification familiale, elle marche, il faut l'implication des deux conjoints, des deux parties. Et on va quand même finir par rappeler la nécessité. Pourquoi est-ce que on adopte une méthode de planification familiale? Pour l'adulte et pour le jeune, les raisons peut-être peuvent varier, je ne sais pas. Pourquoi est-ce qu'on adopte ça? Pourquoi est-ce qu'on se met dans ce cycle-là? On adopte une méthode contraceptive pour éviter soit une grossesse précoce, pour rapprocher. Donc pour les jeunes, on évite une grossesse précoce qui peut avoir plusieurs incidences donc, sur la vie, l'épanouissement du jeune. Naturellement, voilà. Le jeune, maintenant, par exemple, en couple aussi, peut se dire, voilà, je viens d'avoir un enfant, je dois attendre un peu avant d'avoir un autre enfant, ou carrément, il est là, il n'a pas encore fini son cursus scolaire, et par exemple, le sport qui vient de passer, c'est comme ça. L'autre, elle a une héroïne qui l'a entraînée et elle n'est pas tombée enceinte comme les autres. Donc, il y a les méthodes qui sont là et que les jeunes la peuvent adopter également pour ne pas tomber enceinte. Pour finir de manière vraiment paisible et sans embûche. Si c'est la scolarité que l'on choisit, ou alors si c'est l'apprentissage d'un travail que l'on choisit, c'est-à-dire de pouvoir être parent au moment où l'on veut être parent. C'est cela. Vous voulez préciser quelque chose rapidement? Aujourd'hui, lorsqu'on parle des méthodes contraceptives, par exemple, c'est non seulement une affaire de tous, c'est une affaire également de jeunes. Et les méthodes contraceptives nous permettent, par exemple, d'éviter les grossesses précoces, les grossesses non désirées et de se protéger contre les IST, VIH, SIDA, les hépatites. Aujourd'hui, c'est vraiment une occasion pour remercier le projet WABA avec qui nous travaillons sur Merci mon héros, qui nous permet de briser les tabous et non seulement de ne pas briser les liens avec les normes, mais d'arriver à mieux cerner les normes pour vraiment arriver à une santé de reproduction très efficace pour les jeunes. C'est cela. Une campagne que vous êtes appelés, que nous sommes appelés à rejoindre parce qu'elle a de nobles objectifs sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Hashtag Merci mon héros, hashtag Briser les tabous. Rejoignez la campagne, laissez vos commentaires, laissez vos témoignages pour enrichir les autres, pour enrichir l'humanité. Merci d'avoir suivi cette émission. Les invités dans le deuxième panel, Dr Romeu Kokouamen, sociologue et sociologue, donc merci d'avoir été sur ce plateau, spécialiste des questions de genre, Dr Mborchi Bingo Kinyomo, médecin gynécologue, responsable du service médical à la TBEF, Madame Hunkpanou Sylvie, qui nous vient de la DSMIPF,
la division de la santé maternelle et infantile de la planification familiale, mademoiselle Aïva Ayat, présidente du mouvement d'action des jeunes de la TBF, point focal FP 2020. Nous remercierons pour finir cette émission toutes les personnes qui ont concouru à sa réalisation. Remerciements donc au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, à la DSMIPF, à l'USAID, c'est le partenaire financier du projet WABA qui met donc en œuvre la campagne Merci mon héros depuis novembre 2019. Nous remercierons également Chico Art Meublement qui nous a mis à disposition ce salon, des meubles chics et confortables réalisés par le génie artisanal et artistique togolais. Et nous remercions également Aïda qui a assuré ma mise en beauté ce soir. Restez sur la télévision togolaise pour la suite de ces programmes à jeudi prochain pour une autre discussion sur une autre thématique touchant à la vie de la femme. Au revoir.